Bonjour à toutes et à tous, il est 10h10 et merci beaucoup à vous de nous rejoindre sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Je m'appelle Muchang Pech et je suis la directrice éducation de Bibliothèques sans frontières et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Quentin Louisiade avec nous. Quentin qui est créateur de contenu pédagogique et étudiant à l'école 42, l'école de programmation. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce live. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on vous retrouve tous les matins du lundi au vendredi à 10h10 pour vous proposer des idées d'activités à faire en famille avec vos enfants, des conseils pédagogiques pour continuer à apprendre, à créer, à explorer en situation de confinement. Et nous recevons aussi des experts qui viennent nous parler de sujets très spécifiques. Aujourd'hui, avec Quentin, ce sera le jeu vidéo. Nous allons essayer de déconstruire quelques-uns des stéréotypes qu'on peut avoir au sujet du jeu vidéo et surtout vous présenter des jeux qu'on peut découvrir en famille en cette période de confinement. Je vous rappelle que nous sommes là tous les matins à 10h10, donc sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières, mais vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Et par ailleurs, ce soir, je vous donne rendez-vous à 17h30, toujours sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières, pour une conférence sur les découvertes faites par hasard en sciences. C'est-à-dire ce qu'on appelle la sérendipité, avec Raphaël Chevrier, qui viendra nous parler de quelques découvertes scientifiques qui ont été faites un peu par hasard, comme ça. Je tenais aussi à remercier nos partenaires de Facebook de relayer ce live sur leur page Ensemble à la maison où vous trouverez des conseils d'activités ludiques, créatives, culturelles, éducatives aussi à faire ensemble pendant cette période de confinement. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Quentin Louisiade avec nous. Quentin qui est créateur de contenu pédagogique et étudiant en programmation à l'école 42. Bonjour Quentin. Bonjour, Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec toi aujourd'hui, nous allons parler du jeu vidéo. Et alors, petit fun fact, petit fait rigolo, en amont du confinement, il y a une semaine à peu près, il y a eu un pic dans les achats de jeux vidéo. Donc pour commencer, j'aimerais te poser une question très généraliste. Selon toi, que peut nous apporter le jeu vidéo en ce moment de confinement? Je pense que le jeu vidéo peut nous apporter plusieurs choses. En fait, déjà une occupation, tout bêtement, comme certains peuvent regarder un film ou lire un livre. On peut prendre un jeu pour autant avoir 5 minutes et une petite partie rapide sur téléphone portable ou une histoire un peu plus longue sur un jeu un peu plus narratif, on va dire. Je pense qu'il y a également quelque chose de l'apprentissage. On peut se mettre devant un jeu vidéo pour travailler autant notre prise de décision que notre côté stratégique. Et je pense que le plus important, c'est le côté social. Pour donner un exemple, moi hier, j'ai pu jouer avec ma sœur qui est à Londres et mon frère qui est dans une autre ville, pas très loin, mais on va dessus. Et on s'est retrouvés tous les trois à jouer à un jeu vidéo. Donc ça nous permet de garder un contact, d'avoir une chose qu'on partage et dans un objectif commun, mais de se retrouver. Exactement. Effectivement, cette période de confinement, ça peut être, on l'a souvent dit, ça peut être l'occasion de découvrir des nouveaux biens culturels. Ça peut aussi être l'occasion de renouer du lien social avec sa famille via les nouvelles technologies. Et effectivement, le jeu vidéo est assez propice à ce genre d'activité. Et dis-moi, pour ceux qui ne sont pas des grands pratiquants du jeu vidéo, pas de grands gamers, on pourrait dire, est-ce que tu aurais des conseils? Il y a des jeux pour tous les goûts, j'imagine. Oui, complètement. En fait, une des particularités et des difficultés avec le jeu vidéo, c'est qu'on utilise un seul terme qui englobe beaucoup de choses. C'est comme si jamais on avait un seul terme pour parler autant du cinéma que des séries, que des Ouais. documentaires. Donc, on pourrait appeler ça cinématographe et ça engloberait tout et ce serait difficile de dire à quelqu'un, moi, j'aime pas le cinématographe, par exemple. Donc, le jeu vidéo, c'est pas la même chose. C'est qu'on va autant parler peut-être du jouet vidéo, donc quelque chose qui va se faire sur des petites séances rapides, qu'une œuvre qui va être presque Mhm. plus proche d'un film. Donc, au final, le jeu vidéo est tellement multiple et a des formes tellement diverses qu'il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Je pense j'ai un peu schématisé, mais on pourrait dire que le jeu vidéo, c'est un axe, en fait, entre d'un côté ce qui est
ludique et d'autre côté ce qui est narratif sur les deux extrémités de ton axe. Et donc on peut se balader de l'un à l'autre sans aucun souci. Si jamais moi j'ai juste envie d'un petit jeu rapide, bah, j'ai trouvé des petits jeux qui vont être très ludiques, pas beaucoup d'histoire. Et au contraire, si j'ai envie d'avoir une histoire, quelque chose qui me plonge dans un univers, dans quelque chose, je trouverais qu'il y a vraiment de tout. Je pense même le souci actuel, c'est plus une surabondance et comment trouver et comment identifier des jeux qui vont me parler à moi qui n'y connais rien ou au contraire retrouver la pépite c'est plus la difficulté que l'absence de quelque chose. Ouais, effectivement, effectivement. Et le multijoueur, justement, le jeu multijoueur, c'est-à-dire quand on joue à plusieurs en même temps, est particulièrement adapté en cette période de confinement. Tu nous as fait, je crois, une sélection de quelques jeux vidéo qui permettent de jouer en famille. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah oui, complètement. C'est un des reproches souvent qu'on fait aux jeux vidéo, c'est l'isolement et que ça a une activité qui est solitaire, qui coupe des autres. Et pour moi, alors là-dessus c'est moi, je trouve ça très paradoxal parce que l'échange, et c'est la nature même du jeu vidéo en fait, de son origine. On était sur des bandes d'arcade et donc il y avait ce système de high score, donc vraiment quelque chose qui était pour montrer notre maîtrise, montrer notre valeur auprès des autres et que ce soit, même la bande d'arcade était un objet où on pouvait se mettre autour les uns les autres. Tu peux nous expliquer ce que c'est que ce concept de high score? Oui, bien sûr. Alors le high score, c'était vraiment de laisser une marque. En fait, quand on faisait une partie, on avait un score et le score le plus haut était affiché dans la bande d'arcade quand elle se lançait. On voyait effectivement que Micheline avait fait 1 million de points et donc c'était comme ça qu'on se mesurait. Il y avait des grands concours là-dessus et c'était l'occasion de laisser sa marque et de pouvoir discuter avec d'autres personnes là-dedans. Après, le jeu vidéo est arrivé dans les salons et une des choses qui est arrivée, c'est qu'effectivement, il y a la deuxième manette. Troisième manette, on a tous eu des expériences pour ceux qui ont connu de fratrie où ils sont passés la manette qui marchait mal et choses comme ça, mais il y avait vraiment une volonté de jouer à plusieurs. Ouais. Ensuite, pour poursuivre là-dessus, je pense que quand Internet s'est développé beaucoup sur des forums, des choses comme ça, et parce que le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on a envie de discuter, on a envie de parler. Je fais souvent l'analogie avec le cinéma, mais le cinéma n'est pas quelque chose qui isole, parce qu'on pourrait se dire ça, on pourrait dire, voir un film, au final, tu parles pas pendant 1 heure et demie, et non. Ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est qu'on va regarder ça, l'œuvre va nous apporter quelque chose, ça va nous faire sentir des émotions, et on va avoir envie d'en parler avec quelqu'un, d'échanger. Comment tu l'as vécu, comment tu l'as senti, qu'est-ce que ça t'a apporté, comment t'as fait. Et je pense que le jeu vidéo, là-dessus, apporte énormément, et c'est très similaire. Donc, pour moi, le jeu vidéo peut être une activité familiale à part entière. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné plusieurs jeux, et en plus, pour casser ce côté cette vision où le jeu vidéo isole, j'ai pris des jeux qui, justement, ne sont pas que joués avec l'écran. C'est des jeux où il va y avoir des interactions avec les autres, et l'écran n'est qu'une partie du jeu. Super, merci beaucoup Quentin. Je te propose qu'on rentre vite dans le vif du sujet et qu'on attaque cette sélection de jeux vidéo que tu nous as faite. Je vois qu'on commence à avoir des questions dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous propose qu'on commence par la présentation de quelques-uns des jeux que Quentin a sélectionnés et puis nous prendrons les questions au fur et à mesure. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons à la fin de la session. Donc, Quentin, tu voulais commencer par nous parler d'un jeu qui s'appelle Space Team, si je me trompe pas. C'est ça. Alors, Space Team, c'est un petit jeu gratuit. Je vais te mettre l'écran. Je mets la petite vidéo tout de suite. Attends. Voilà. Je t'en prie, je te laisse. Donc, Space Team, c'est un jeu gratuit qui est disponible sur mobile. Et donc, on va avoir ça implique chacun et son téléphone. On va se retrouver aux commandes tous ensemble d'un vaisseau spatial. Et donc, chacun de nous aura sur son téléphone une liste de commandes et des instructions. Le souci, c'est que les instructions, elles sont pas pour nous, elles sont pour les autres. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais avoir sur mon téléphone lancer les fulgures au point. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas le bouton fulgure au point. C'est Mamie qui l'a, et Mamie, elle a sur ses instructions, il faut que quelqu'un mette le spectromètre à 6. Et donc, ça va être lancé toute une aventure, en fait, où on va devoir s'écouter, apprendre à communiquer sans crier, donner des instructions les uns les autres et se coordonner. Donc ça va donner des situations, par exemple, on le voit où il va falloir retourner l'écran tous ensemble parce qu'il y en a un qui a vu qu'il y avait un astéroïde, il va falloir secouer pour éviter des choses. Donc
c'est un jeu au final qui va être très social et vraiment sur cette idée de collaboration tous ensemble. Voilà. Donc vraiment un petit en plus qui est très intéressant, c'est qu'ils ont sorti une version qui s'appelle ESL pour English Second Language et donc qui est pour là travailler pour l'anglais. Donc pour ceux qui veulent, il y avait même des petits exercices où on peut s'entraîner sur la prononciation. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Alors je conseillerais c'est de 2 à 8 joueurs. Après les parties selon la capacité d'écoute des personnes, je dirais entre 30 et 45 minutes. Pour peu qu'il y ait des personnes un peu autoritaires, personnellement, moi, ça me suffit 30 à 45 minutes. Mais ça peut être intéressant, notamment, de lancer des parties régulières pour voir la progression. Comment nos capacités d'écoute vont évoluer sur le temps de cet confinement. Faites un test du début du confinement. Vous là-dessus, maintenant, vous faites une partie. Vous voyez jusqu'à quel niveau vous arrivez. Et quelques temps plus tard, est-ce que vous arrivez, vous, à trouver la méthode pour échanger sans de façon optimale. Effectivement, j'imagine qu'il y a des techniques différentes pour échanger selon les contextes. Parler plus fort que son voisin ou justement essayer de limiter un peu le volume sonore, c'est l'occasion de tester. Ouais, c'est même en fait très intéressant parce que la méthode qui va être de crier est contre-productive parce qu'en fait, tout le monde a des instructions. Donc quelqu'un qui crie, c'est super, ses instructions seront données, mais ça fera pas gagner, ça fera écraser le vaisseau parce que les autres n'auront pas fait leurs instructions. Donc vraiment chouette pour ça. C'est un jeu, en plus, je le dis, gratuit sur toutes les plateformes possibles. Pas de publicité. Non, c'est une petite perle pour moi. Génial, merci beaucoup Quentin. C'est un jeu, je pense, à tester avec vos enfants justement pour essayer de développer des compétences d'attention, de communication, de coordination aussi, parce que effectivement il y a des petits mouvements à faire et il faut être assez rapide. Donc vraiment un jeu assez familial. C'est ça, je pense niveau tranche d'âge, il faut quand même savoir lire. Là-dessus, donc à partir de 7-8 ans, quand la lecture est bien maîtrisée, ça passe sans aucun problème. Super. On a Yvan Quentin qui nous demandait si sur téléphone c'était disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Oui, et les deux sont compatibles ensemble. Ça qui est. C'est-à-dire qu'on peut. Ouais. Ça, effectivement, si moi j'ai un Android et quelqu'un a un iPhone, on va pouvoir jouer ensemble. La communication, elle peut se faire soit par Bluetooth, soit par Wi-Fi, soit par Internet. Donc vraiment, il y a possibilité de faire très large. Et ça, pour des non-initiés, c'est assez facile à prendre en main, tu dirais. Oui, voilà, c'est vraiment, si on le voit au début, sur la vidéo, ils appuient sur le bouton jouer. On a tous décidé qu'on allait se connecter en Bluetooth, on a tous activé le Bluetooth, ça fonctionne. Si on s'est tous mis sur le même réseau Wi-Fi, c'est encore plus simple. Moi, ce que je conseillerais, c'est vous êtes à la maison, vous mettez tous sur le même réseau Wi-Fi, ça se connecte et on est tous ensemble prêts à jouer. Génial. Merci beaucoup, Quentin. Si vous avez des questions sur Space Team, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans le chat. Dans un autre univers, voici un jeu que tu nous as sélectionné qui nous plonge dans le monde de l'espionnage et qui fait appel à nos capacités de déduction. C'est ça, alors. Déduction et mensonge. Trip Agent. Alors, Trip Agent, c'est un jeu, en fait, où on va avoir un peu, pour ceux qui connaissent, le loup-garou. C'est vraiment le système du loup-garou. C'est-à-dire qu'on va avoir deux équipes qui vont s'affronter. Il y a les agents et les agents infiltrés qui ont une organisation qui s'appelle le virus. Voilà. Et donc, on va se faire passer le téléphone. Là, on s'ajoute qu'avec un seul téléphone. On va se faire passer le téléphone au début et on va chacun être assigné dans une équipe. On va dire, voilà, j'ai regardé, moi je fais partie des agents loyaux. Je passe à mon voisin, il regarde de lui de son côté, on regarde pas. Peut-être qu'il sera effectivement un traître. Et on va chacun avoir effectivement le téléphone passe de main en main. Une fois qu'il revient, on va avoir chacun son tour des petites missions qui vont nous être affectées, ou c'est plus des choses, quand on parle de mission, ça va être, comment dire, des choses à faire. Par exemple, on va nous dire, voilà, il faut choisir deux personnes et le téléphone va te dire lesquelles des deux et si un des deux, par exemple, est un agent infiltré. Donc, on va se faire passer le téléphone et à la fin, on va devoir voter pour savoir qui on pense être un des agents doubles. Donc, on va se faire passer le téléphone, on va dire, moi, je pense que c'est un tel, on va discuter, on va échanger. Et à la fin, si jamais les joueurs ont voté pour mettre en prison un agent de méchant, les gentils gagnent, les méchants perdent.
Si jamais c'est un gentil qui est envoyé en prison, et ben c'est l'inverse. Donc un jeu là, du coup, on va être beaucoup plus sur des compétences, on va dire des interactions sociales. Ça va être par rapport à développer des compétences de bagou, de, euh, de rhétorique presque. Après, voilà, petit jouet en parfait pour ne plus parler et se rendre compte qu'il y a encore 6 semaines avec des menteurs. Moi, je trouve ça parfait. Donc pareil, c'est un jeu gratuit, disponible Android et iOS. Et là, cette fois, il n'y a plus qu'un seul appareil à avoir, plutôt que les 5 pour, par exemple, un Space Team. Par contre, ça joue, alors la petite, faut avoir, c'est ça à partir de 5 joueurs. Donc effectivement, faut avoir une petite famille. Super. Merci beaucoup, Quentin. Et effectivement, ce jeu est un jeu hyper intéressant pour travailler ses compétences de résolution de problèmes, ses compétences de communication, mais aussi effectivement la rhétorique et la capacité de persuasion. C'est ça complètement. C'est effectivement quand il y a beaucoup de faisceaux de preuves qui tendent vers toi et que tu sens que ça va être, t'as intérêt effectivement à pouvoir expliquer en quoi t'es peut-être moins un trait que celui d'à côté. À Effectivement. défaut de dire Donc, tu es complètement bon, tu peux dire que lui il plaît plus. effectivement, un jeu pour resserrer les liens en famille, en tout cas. C'est ça exactement. Découvrir peut-être des aspects cachés de vos enfants ou de vos proches. On en a un dernier dans notre sélection, en tout cas un dernier avant un éventuel petit bonus ou des questions, qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. Ah ouais. Alors, Keep Talking and Nobody Explodes, c'est un jeu qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire que les joueurs n'ont pas le même jeu les uns les autres. Il y en a un qui va être qui aura l'écran, donc qui aura l'ordinateur. C'est un jeu qui peut autant jouer sur mobile que sur ordinateur. Et donc, il y en a un qui va être face à une bombe. Donc, c'est le seul truc qu'il a. Et donc, il peut la tourner dans tous les sens, exploiter. Il y a des petits jeux à faire dessus pour la désamorcer. Et les autres joueurs, eux, sont les experts en déminage. Et donc, ils vont avoir le manuel, soit en version papier, soit en version dématérialisée. Et donc, ils vont poser des questions. La personne, voilà, comme on voit sur l'image, il va dire, bah, avec moi, la bombe, il y a 3 fils rouges, il y a un fil bleu. Et les autres, ils ont le manuel, et ils vont devoir chercher dedans, alors, c'est quoi le numéro de fabrication? Ok, quelle est la couleur de la mallette? Ok, donc on fouille dedans, on va essayer de se recouper. C'est pareil, de la communication, parce que quand on est 4 sur un manuel et qu'on a très peu de temps, il va falloir se coordonner, se diviser les tâches. Et donc, on va se donner les instructions pour que l'autre réussisse à désamorcer la bombe. Donc vraiment, là, c'est un jeu très, très prenant, en fait, qui est vraiment très drôle, parce qu'effectivement, les autres, il y en a un seul devant son écran qui est en train de paniquer, parce que c'est lui qui est face à là, et tu as 3 personnes qui sont en train de chercher dans les pages et échanger là-dessus. Un jeu qui met une ambiance vraiment drôle, en fait, que je conseille les yeux fermés. Vraiment pour avoir fait des parties endiablées, vraiment prenantes, en fait. Voilà, un must-have là-dessus. Génial. Encore un jeu qui met de l'ambiance en famille, qui fait travailler non seulement les capacités de déduction et de logique de communication, mais qui permet aussi d'apprendre à gérer son stress, j'imagine. C'est ça, et puis aussi apprends à lire d'une certaine manière, parce que le manuel n'est pas fait pour que ce soit rapide là-dessus. C'est-à-dire que si tu commences à lire les instructions de façon linéaire, non, c'est fini pour la personne. Donc il y a aussi ce côté de savoir chercher l'information pertinente et importante, de pouvoir traiter rapidement et de dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Et ça, c'est vraiment une compétence qui est nécessaire et très importante et que ce jeu permet de travailler. Génial. J'ai l'impression que, alors on a un peu débriefé après chaque présentation de jeu, mais c'est plein de jeux vidéo qui permettent aussi de développer des compétences cognitives, des compétences qui peuvent servir dans sa vie professionnelle, à l'école, etc. Et pourtant, il y a, alors c'est assez fréquent dans les médias, c'est un peu un marronnier. Il y a des débats houleux sur les bienfaits et les impacts négatifs du jeu vidéo. Quelle est ta position, Quentin, toi, sur le sujet? Alors moi, ma position est un petit peu biaisée parce que je fais partie d'une équipe, on va dire, j'ai partisan.
Mais pour moi, j'ai un truc très intéressant, c'est que je vais lire une citation. Et pour ceux du chat, là-dessus, il faut essayer de situer dans le temps et du sujet. Et Alors, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Donc, c'est un divertissement d'Ilote. Alors moi, je savais pas ce que c'était Ilote. C'est les esclaves spartiates, donc qui étaient vraiment, on considérait plus bactères. Donc, c'est un divertissement d'Ilote, un passe-temps d'illettrés, de créatures misérables, d'ahuris par leurs besognes et leurs soucis. C'est savamment empoisonner la nourriture d'une multitude que les puissants de Moloch ont jugé condamnée et qu'elles achèvent d'avilir. Un spectacle qui ne demande aucun effort, qui ne suppose aucune suite dans les idées, ne soulève aucune question, n'aborde sérieusement aucun problème, n'allume aucune passion, n'éveille au fond des cœurs aucune lumière, n'excite aucune espérance. D'accord. Citation assez négative, assez tranchée aussi. Pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à essayer de deviner à quelle période cette citation a pu être écrite et quel est son sujet, à propos de quoi. On vous laisse encore quelques instants peut-être pour suggérer des réponses. La citation n'est pas finie, je peux en remettre une couche, hein, parce que oui, l'auteur, le dynamisme même nous arrache ces images sur lesquelles notre songerie aimerait s'arrêter. Les plaisirs sont offerts au public sans qu'il ait besoin d'y participer autrement que par une molle et vague adhésion. Ces plaisirs se succèdent avec une rapidité fébrile, si fébrile même que le public n'a presque jamais le temps de comprendre ce qui lui glisse sous le nez. Tout est disposé pour que l'homme n'ait pas lieu de s'ennuyer surtout. Pas lieu de faire acte d'intelligence, pas lieu de discuter, de réagir, de participer d'une manière quelconque. Et cette machine terrible, compliquée d'éblouissement, de luxe, de musique, de voix humaine, cette machine d'abêtissement et de dissolution compte aujourd'hui parmi les plus étonnantes forces du monde. Alors, qu'est-ce qui émerge dans le chat ? Alors, pour l'instant, les gens ne se risquent pas, mais je vous invite à vous mouiller et à essayer de nous proposer une période et un sujet sur lequel porte cette citation. Pour avoir travaillé avec Quentin, je connaissais cette citation grâce à lui il y a quelques temps. Et effectivement, c'est assez sidérant. On a Yvan qui nous dit, serait-ce à propos du cinéma, Quentin ? Eh bien oui, c'est bien le cinéma. Et je donne la réponse maintenant ou Oui, vas-y. Oui, c'est Georges Duhamel en 1930. Donc on est pratiquement 30 à 40 ans après l'invention du cinéma. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est le genre de reproche qu'on entend à propos du jeu vidéo. Donc, il y a toujours une forme, je pense, lorsque une forme d'art apparaît, surtout une art qui est populaire, il y a toujours un dénigrement avant qu'elle rentre au final et qu'elle soit acceptée comme une forme de culture acceptable, on va dire. Donc je pense que beaucoup de ces critiques-là, ce sont des critiques qui étaient un peu anciennes, et que le jeu vidéo actuellement est beaucoup en train de se structurer. On est dans une période, à mon sens, où le jeu vidéo commence à trouver, ça fait quelques temps, mais à structurer sa grammaire. Pour prendre un peu l'exemple du cinéma. Le cinéma, au début, quand on a inventé le cinéma, on posait la caméra et on faisait tourner. Et au final, le cinéma, au début, c'était un spectacle filmé. Puis, il y a des personnes, notamment pas mal de cinéastes russes, qui ont commencé à se dire, on peut faire autre chose. On peut créer notre propre grammaire parce que le cinéma permet de faire des montages, que les images ne soient pas un bon plan séquence, mais conséquences. Et donc, on a commencé à découper et on a créé notre propre grammaire, se dire quelles sont nos façons de raconter une histoire avec le cinéma. Le jeu vidéo, ça fait quelques temps, mais de plus en plus, sa grammaire commence à se structurer. Et donc, on arrive à un point, toujours dit ça, c'est toujours rigolo de dire, mais de maturité, en fait. On arrive à un âge de maturité du jeu vidéo où ça fait pratiquement 50 ans, plus... 60, on va plutôt aller sur les 60, 70 ans du jeu vidéo. Et donc, c'est une forme de maturité et on voit apparaître ce qui, alors là, c'est très personnel, mais ce qui démontre que sa reconnaissance, c'est que le jeu vidéo devient politique par certains, ça devient un média de revendication, un média qui a envie de faire passer des idées. Et donc, je pense que la plupart des critiques du jeu vidéo rendent violent et tout ça sont des critiques qui commencent à dater un peu. On les entend toujours, mais je pense là-dessus, pour se rendre compte maintenant, Super Mario, c'était en 85. Donc,
Ceux qui avaient 5 ans en 85 pour y jouer ont 40 ans. Donc, la vision du jeu vidéo évolue beaucoup et encore, le joueur type est plutôt maintenant la tranche d'âge de ceux qui jouent à glisser, en fait. On est plus sur du 30 ans, 40 ans, avec une forte part de joueuses. Donc, ces critiques-là, je pense, elles vont tendre à disparaître ou resteront un bruit de fond. Après, il y a toute la réflexion qui est légitime sur la consommation. Effectivement, le jeu vidéo, alors ce qui est intéressant, c'est que il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Je pense que le jeu vidéo n'est pas un objet d'addiction, parce que l'addiction, ça dépend du média. C'est plus une dépendance. Il peut y arriver effectivement des cas de dépendance, mais pas plus que la dépendance pour être. C'est juste un problème d'une personne qui va projeter dans autre chose. Donc, il peut effectivement avoir toute une réflexion légitime sur comment accompagner des personnes qui en fait effectivement arrivent à un point où le jeu vidéo est leur seul moyen en fait de vie. Et ça, mais ça vient pas du jeu vidéo même, ça vient d'un ensemble de pratiques et de choses qui font que cette personne à ce moment-là a pu projeter dans le jeu vidéo quelque chose, a pu se mettre là-dedans et se perdre là-dedans. C'est une question d'usage, encore une fois. Voilà, c'est une question d'usage, en fait. De support, ouais. Et dans les commentaires, pendant que tu nous expliquais ça, il y a eu d'autres suggestions sur le propos de Duhamel. Quelqu'un qui nous parlait, Paul, qui nous parlait du théâtre. Yvan qui nous dit c'est idem sur la BD dans ma jeunesse, des remarques de la part de ses professeurs qui dénigraient cet art. Qu'est-ce que tu en penses? Complètement. Je pense que Shakespeare c'était vraiment le théâtre du bas peuple, en fait. C'était quelque chose de... Maintenant, c'est un auteur classique. C'est ça. Je pense qu'on a toujours ça et que toute chose qui émerge, le jazz. Prenons le jazz. Le jazz, c'était une musique mais conspuée à l'époque. C'était et puis maintenant, qui oserait dire que le jazz n'est pas une forme d'art. Donc oui, il y a toujours un moment quand une forme d'art apparaît, il y a un dénigrement et puis après ça devient un classique. Bon ouais. C'est un peu le cycle de l'histoire et c'est très vrai aussi sur la littérature qu'on dit classique aujourd'hui. À une époque, Flaubert, Balzac, Dumas, c'était des auteurs publiés comme sous la forme de feuilletons dans les magazines et on dénigrait les lectures frivoles par rapport aux lectures de philosophes, d'essais sérieux et aujourd'hui sont des classiques qui témoignent d'une période historique, qui témoignent d'un art en train d'évoluer. Donc le jeu vidéo dans 50 ans, peut-être qu'on le verra autrement. Ça commence vraiment. Il y a pas la BNF, c'est lancé sur le sujet, sur comment on conserve le jeu vidéo. Ils font des expositions. Donc, on rentre dans la période vraiment où il y a une reconnaissance, où c'est plus vraiment ce média débile qui est pour ados attardés, qu'on ferme dans la chambre. L'image change, en fait. Et justement, en parlant de nouveaux concepts, tu m'as parlé hier, quand on préparait un peu ce live, d'une pratique intéressante. Tu me parlais du débat de philosophie pendant le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors c'est une idée que, c'est pas déjà, faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est pas du tout mon idée, c'est un YouTuber qui s'appelle Realmyop, qui avait fait qui a eu un concept à un moment et que j'ai trouvé extraordinaire. Ça s'appelait une émission qui s'appelait Phi. Il a fait que 3 épisodes, mais c'était génial. Il prenait un jeu vidéo et il parlait d'un concept philosophique à côté. C'est-à-dire, par exemple, il prenait Doom, donc qui est un jeu de shoot où on va massacrer tout le monde, et il parlait de l'altérité, c'est-à-dire le rapport aux autres, et l'autre, l'enfer, c'est les autres. Ou alors il prenait un jeu de voiture et le but c'était de sortir du circuit, rouler à l'infini et parler justement de l'infinité. Et j'avais trouvé ce concept complètement dingue. Et moi là-dessus c'est un concept effectivement qui me ferait vraiment, que j'aimerais pouvoir peut-être pouvoir pousser, de reprendre ça. C'est-à-dire qu'on prend un jeu et donc et on essaie de débattre, pas forcément philo ou plein de choses, mais le jeu apporte tellement de choses et ça peut être un sujet incroyable. Quelques idées, ça pourrait être de faire un jeu de diplomatie et de stratégie et de parler de Machiavel. Qu'est-ce que dirais si on suit les préceptes du prince? Est-ce que en suivant ça et en appliquant ça, j'arrive à quelque chose? Prendre un jeu comme Walking Dead, qui est un jeu de choix horrible.
Donc c'est à la limite de qui choisir, qui entre deux personnes qui sauver. C'est hyper intéressant de parler, par exemple, conséquentialisme. Est-ce que mes actes sont... qu'est-ce qui définit mon acte, la moralité de mon acte? Est-ce que c'est mon choix ou c'est la conséquence de mon choix? Est-ce que c'est ma volonté ou la conséquence là-dessus? Ou parler lorsque la société s'effondre là-dedans, est-ce que le Léviathan de Hobbes, qu'est-ce qui fait qu'on est une société et ces choses-là? Donc, que pouvoir échanger avec quelqu'un en même temps qu'on joue là-dessus sur des sujets aussi divers et variés, ouais, c'est une idée que je lance comme ça, si c'est les personnes voilà, qui ça intéresse. Notamment, et puis peut-être aussi ouvrir plus que la philo, parce que on pourrait très bien imaginer prendre un jeu comme sport, où on commence en tant que espèce unicellulaire et on finit dans une civilisation galactique, parler de l'évolution, parce que sport a une vision très, on va dire, créative de l'évolution, et pouvoir replacer ça dans un contexte et en parler, ou voilà, c'était que le jeu vidéo soit sortir ce contrat où le jeu vidéo c'est juste un jeu et ça finit, mais pouvoir en parler, ça parle de plein de trucs, ça aborde plein de sujets. Donc voilà. C'est un peu comme le cinéma, ouais. C'est ouais. l'idée de pouvoir partager une expérience émotionnelle d'abord, et puis ensuite de pouvoir décortiquer un petit peu cette expérience et la lier à des concepts peut-être un petit peu plus philosophiques, métaphysiques. Et finalement, je trouve ça assez fascinant parce que c'est vraiment l'idée de se dire qu'on se plonge quand on joue à un jeu vidéo, c'est assez prenant en général. Il y a une montée d'adrénaline, on est vraiment dans de l'action et dans des choix à faire assez rapidement. Et c'est peut-être presque une position, une sensation de transe où c'est l'occasion d'interroger un peu ses instincts et la raison pour laquelle on a fait tel choix et pas un autre. Complètement. Je pense que maintenant, on a une période où le jeu vidéo a tellement de formes et pose tellement de questions. Et il y a des personnes qui, notamment, je pense à un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour, qui raconte en fait d'un point de vue du jeu, l'expérience d'un réfugié qui traverse différents états, et c'est sur son téléphone. Et donc, il y a tellement de choses en fait, c'est tellement un moyen d'expression et de création actuellement. Voilà, qu'il faut casser un peu cette idée juste là, cette idée qu'on a que voilà, c'est vraiment une œuvre culturelle à part entière. Merci, merci beaucoup Quentin. Il y aurait encore, on pourrait encore, je pense, débattre longtemps du jeu vidéo et de ses apports. Je te propose peut-être de prendre quelques questions qu'on a reçues dans le chat. Alors, je commence par une question d'Yvan qui te demande si tu aurais une idée d'un jeu pour quelqu'un qui n'aime pas les jeux. En fait, je pense que c'est comment dire. En fait, ça dépend tellement de la sensibilité de la personne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aime. Parce que le jeu vidéo, en fait, c'est pas en soi juste vidéo, c'est marié en fait, c'est jeux vidéo et science-fiction pour avoir une œuvre. Moi j'aime la science-fiction, par exemple, c'est jeux vidéo et science-fiction qui restent mariés ensemble. Si jamais c'est plus un contexte historique, il y a des jeux qui vont raconter une histoire dans un contexte historique, et le jeu vidéo, enfin, c'est plus le sujet il faut trouver le sujet, et ensuite je pourrais dire quel jeu vidéo va là-dessus. Un bon jeu vidéo pour commencer, alors c'est vraiment dur comme question. Je crois ça dépend tellement de la sensibilité des personnes. Peut-être un exemple, Monument Valley. Moi, je trouve que Monument Valley, c'est un petit jeu sur portable, de petites énigmes. C'est juste presque contemplatif d'un certain côté, et c'est de la résolution d'énigmes et de petits puzzles. C'est ouais, une super expérience qui est courte, qui est très chouette. Voilà, en forme de petit puzzle. Mais pour ceux qui aiment les puzzles, peut-être que pas les puzzles, ça passera pas. Mais en tout cas, Monument Valley, c'est vraiment très très chouette là-dessus. Oui, c'est un jeu qui, au niveau design, est très beau, en plus, qui est très rêveur et qui joue beaucoup avec les volumes, les paradoxes géométriques, etc.
Alors une question un peu, j'invite Yvan éventuellement à préciser ses autres centres d'intérêt pour avoir des conseils personnalisés. Et pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons jeux vidéo, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans le chat. Je les relayerai à Quentin qui répondra en direct. Une question de Jérôme qui nous dit « Bonjour, je ne suis pas du tout jeux vidéo, ni livre, ni télé. J'habite dans un appart sans jardin. Que me conseillez-vous? Merci. » Alors, par ma question, qu'est-ce que tu aimes, Jérôme? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes plus la science-fiction? Est-ce que c'est te plonger dans un univers complètement fantaisiste? Est-ce qu'au contraire, ce que tu aimes, c'est une réflexion sur le monde et pouvoir explorer une réflexion là-dessus? Est-ce que c'est plus, tu as plus envie de jouer des petites parties rapides et donc plus un objet ludique que tu cherches ou un objet narratif? Moi, alors, si je parle juste avec le cœur, un des jeux actuellement, enfin, le jeu, moi, mon petit jeu du cœur, je dirais, c'est Mass Effect, la série des Mass Effect. Alors, je pense que j'ai envie de dire que tout le monde connaît, mais non, pas du tout, puisque ça commence déjà à faire 15 ans. Mass Effect, c'était pour moi l'expérience de jeu vidéo qui est le plus proche du cinéma. Moi, je suis un grand fan de science-fiction, et donc les Mass Effect, on se retrouve, on incarne le commandant Shepard, qui se retrouve dans une mission pour sauver la galaxie entière. Et Mass Effect, on découvre un univers, c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est que l'univers était tangible, on se retrouvait affecté à traverser la galaxie, à nouer des alliances, à pouvoir sauver des gens, nos conseils, nos choix. Moi, j'aime beaucoup les jeux à choix. Et donc, c'était à dire, voilà, est-ce que j'épargne un ennemi parce que moi, je me sens de jouer quelqu'un comme ça, ou alors je le tue parce que je vois un objectif. Et donc, les Mass Effect, c'était presque, c'est un film sur trois. Imaginez un film comme les films qui vous prennent, mais qui durent 50 heures en trois épisodes, enfin trois épisodes de 50 heures. Donc ça, c'était moi les Mass Effect, c'est ma petite série du cœur, incroyable. Merci beaucoup, Quentin. On a une question aussi de Metadoc. Je te lis la question. Bonjour, je suis professeur documentaliste. Je partage des activités créatives et ludiques à mes élèves et leurs parents depuis le début du confinement et j'aime beaucoup les jeux vidéo. Comme je suis dans un cadre scolaire avec des mineurs, je dois respecter tout ce qui est RGPD, même quand je fais des partages d'activités. Qu'en est-il pour ces applications? Faut-il procéder à une création de compte pour y jouer? Je sais que c'est une question assez technique. Je pense qu'on parle des jeux qu'on a présentés dans ce live. Alors, pour ce qui est de Space Team, il n'y a pas de compte à créer. Faut juste, enfin, seul compte, c'est le compte de ton téléphone, donc Google ou what. Pour Agent, pareil, aucun compte à créer, il faut juste l'avoir. Keep Talking and Nobody Explode. Alors, moi, je l'ai que sur Steam, donc sur une plateforme qui est pour les ordinateurs. Donc, il y a un compte à créer, mais comme il y a un compte à créer pour être sur Google Store, tout ça. Sur mobile, je ne sais pas. Je n'ai pas la version mobile, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il n'y a pas de compte sur les trois, pas de compte à créer. Super, merci beaucoup Quentin, ce qui veut dire pas de données stockées et récupérées et donc quelque chose auquel on peut jouer en toute anonymité. Alors, il faudrait revoir les conditions, je suis là-dessus. Non, je réfléchis pour avoir au moment où lorsqu'on installe le jeu, il va demander certains accès, mais il me semble qu'il n'y avait pas de truc très intrusif. On va regarder ça et vous retrouverez bien sûr toute cette sélection de jeux sur notre bibliothèque numérique sur le site de Bibliothèque sans frontières. Alors www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Et nous ne manquons pas de vous indiquer toutes les recommandations qui vont avec. On avait également un commentaire de quelqu'un qui nous regarde sur Facebook qui nous disait qui a inséré une bibliothèque gratuite dans un jeu vidéo. Et donc, notre équipe communication à BSF a répondu, c'est Minecraft, et c'est notamment l'ONG Reporters sans frontières qui, pour lutter contre la censure de certains médias par certains gouvernements, a caché dans une bibliothèque physique du jeu Minecraft une série d'articles censurés. Quentin, tu as entendu parler de cette histoire? Oui, c'est effectivement, j'ai entendu parler oui, de la bibliothèque gigantesque qui sont créées avec tous ces écrits censurés.
hyper intéressant. Enfin, c'est la puissance même de ce que ça peut faire. Et en plus, Minecraft, qui est un jeu collaboratif, qui s'y prête bien, en fait, de créer un espace imaginaire là-dessus. Et on crée cette bibliothèque. Enfin, je trouve la symbolique très chouette. Super, mais effectivement, c'est ce que tu disais en début de live, c'est le jeu vidéo qui se prête aujourd'hui aussi comme un support à la revendication, à la mobilisation citoyenne, au plaidoyer. C'est exactement ce qu'a fait Reporters sans frontières en s'emparant de Minecraft. Je te fais juste un feedback d'Yvan qui te posait la question du jeu vidéo pour ceux qui ne connaissent pas et qui dit que c'est exactement la réponse qu'il attendait. La suggestion est bonne, merci. Et idem pour Metadoc qui te dit super, merci beaucoup pour votre réponse. Ouais, merci beaucoup. Je vous propose peut-être de finir cette session sur une petite suggestion d'activité ludique, créative, éducative pour vos enfants qui peut justement faire suite à une discussion sur le jeu vidéo. Je vous propose de passer de l'autre côté du jeu vidéo et de voir ce qui se passe quand on est développeur, programmateur et qu'on est la personne qui crée justement le jeu vidéo. Je voulais vous partager ce site qui s'appelle... attendez, si j'arrive à partager mon écran, voilà. Ce site qui s'appelle Le Chevalier de la Programmation, qui est un site créé par un enseignant complètement gratuit et où on incarne un chevalier qui apprend à programmer et grâce auquel on commence à découvrir les bases de ce qu'on appelle l'algorithmique, c'est-à-dire la logique derrière la programmation. Comment est-ce qu'on agence différentes instructions pour créer un petit code et en fait, c'est vraiment une façon simple de travailler des compétences mathématiques, des compétences logiques, mais aussi des compétences presque de syntaxe grammaticale à travers le jeu vidéo. Donc, je vous invite à tester ce petit jeu qui est très bien conçu, vraiment abordable pour des enfants d'âge primaire et des plus grands, et qui vous permettra de découvrir l'envers du décor du jeu vidéo. Quentin, merci énormément d'avoir été à nos côtés. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous sur le jeu vidéo en situation de confinement? Bah, jouer, amuser. Enfin, c'est vraiment le jeu, ça a toujours été un vecteur incroyable d'apprentissage et de création de liens. Donc, jouer, c'est effectivement un moment où on peut se retrouver tous ensemble. C'est au final, j'aime bien. Moi, je vois souvent le positif dans le négatif, mais on a un moment où on peut enfin se poser et jouer ensemble sans là-dessus. Donc, profiter, lancer des petites parties, faire découvrir ceux qui ont joué quand ils étaient petits. Bah, c'est peut-être le moment de pouvoir faire découvrir des jeux méconnus aux enfants et de montrer que on peut s'amuser sur un Mario, comprendre aussi le jeu auquel les jeux auxquels vos enfants peuvent jouer. Je pense aussi les enfants ont vraiment envie, et je pense, de partager. Et donc peut-être passer un temps à tester Fortnite, par exemple, si votre enfant joue à Fortnite, de comprendre et de pouvoir en discuter avec lui. C'est un moment de possibilité d'échange. Voilà. Effectivement, le jeu vidéo, l'un des biens culturels les plus vendus au monde aujourd'hui et un des plus méconnus peut-être, c'est aussi l'occasion effectivement d'échanger et de rêver, d'explorer ensemble. Merci énormément, Quentin. Je vous invite à continuer à nous partager vos commentaires. Cette vidéo sera postée sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Donc, vous continuerez à retrouver les conseils de Quentin. Et par ailleurs, toutes les références seront à la fois sur notre site internet Bibliothèques sans frontières, en France comme en Belgique, et également accessibles dans notre newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour vous abonner à la newsletter que vous recevrez 2 fois par semaine. Tous les lundis et les jeudis avec de nouvelles idées d'activités. Et je vous propose de vous retrouver dès ce soir pour parler de découvertes scientifiques et notamment de découvertes scientifiques fort à propos en cette période de confinement, les vaccins par exemple, avec Raphaël Chevrier. Donc rendez-vous à 17h30 sur notre page Facebook. Merci infiniment Quentin et à très vite à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Au revoir.